La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. As I dribble down the court and my head is up and always on a swivel, I never predetermine a move. I never come down and say, I'm going to cross over right to left now, and then hesitation, and then no. Like I come down, it's all off basketball instincts. It's all off whatever the defender in front of me does and whatever the weak side does. You know, everybody thinks the NBA is just all athletic or all being able to shoot. No, you still need those fundamentals from when you were taught to an 8-year-old to, you know, when you're a 28, 29-year-old in the NBA. There's a lot of moves and a lot of decision making that you have to make within a small time frame in order to be one of those elite guys. So as I come down, my head is up, and I just, boom, got you. That right there happens in 2 seconds, maybe less than that. It got to be a quick decision. Obviously, I'm a playmaker, and I got to make sure I get all my guys involved, but I'm a scorer as well. So as I come down as a playmaker and scorer, myself is first, get by him, then I make the next decision. If he comes to step up, I throw the lob to Clint. If he doesn't step up, I go dunk the ball. If the big comes over and helps, and that guy sinks in, then I got one of my shooters in the corner, all right? Well, if I don't like that move, or he doesn't go for that move, then I have to find another move to create the balance that I need for a shot. Might be behind the back, in and out, hezzy, side step, he jumps for it, hesitation. Now I gotta make my 4 or 5 decisions that we just talked about. That's another thing. If you wanna make your teammates better, you wanna pass the ball, the passes gotta be efficient, they gotta be on point, on target. Wherever you are, work on your passes. It's easy. But that takes a lot of hard work. Whatever I do in the game, I work on it every single day. Repetition every single day. I'm not gonna work on something that I don't do in the game that I wouldn't try in the game because it's a waste of time. And I think a lot of kids are doing that nowadays. You know, working on different moves because you see different trainers or different whatever, some on Instagram. No, this is about going in the gym, putting the work in, something that you need to work on and want to be great at for your hour or 2 hours or however long you're gonna do it. And don't just sit in the gym wasting your time. That's what it is. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First 2 shots. Gasol on the block. That 2. And the Bulls have turned it. They won. Again at a 6. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron Hayward, a couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for 3. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis, merci d'être connectés. Vous êtes bien en direct live sur le parquet de la Radio Off, comme à votre habitude toute la semaine avec Oncle Phil Basket. On fait le point sur l'actualité de la NBA, hein, comme à notre habitude. Et pour ce soir, vous l'avez compris, un peu comme tous les soirs depuis quelques temps maintenant, enfin depuis les playoffs, nous sommes dans les spéciales. C'est une émission spéciale NBA, mes amis, enfin spéciale finale NBA, excusez-moi, voilà, spéciale finale NBA. Et comme à notre habitude, on va faire le point sur l'actualité de ces dernières heures. Allez, on va annoncer rapidement les panélistes qui sont présents sur le parquet ce soir. On va commencer par aller du côté de Paris pour accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Bonsoir à tous les auditeurs. Ma pensée du jour, c'est évidemment pour Tony Parker. Essaye de bouger un petit peu parce que le son il est un petit peu flou. Hein, le temps qu'on t'entende un peu mieux. Vas-y. Ma pensée ce soir, c'est évidemment... C'est beaucoup mieux là, oui, c'est bon. C'est évidemment bon. Pour Tony Parker,
Pour Tony Parker, mais c'est un peu flou. Rapproche-toi du micro, vas-y. Oui, Voilà. ma pensée, c'est pour Voilà. Tony Parker. Mhm. Vas-y, exprime-toi, vas-y. Oui, ma pensée, c'est pour Tony Parker, qui perd sa révérence. Ouais. On lui envoie un gros big up. On va ouvrir une page sur Tipeee ce soir. On va faire le point là-dessus. C'est bien d'y penser. Allez, les amis, ici on va enchaîner avec le programme. On fait le point sur le programme. On va une soirée spéciale finale NBA, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va faire le point notamment sur ces finales, sur ces finales NBA, devenu un véritable film tragique. Il faut le dire, c'est un véritable film tragique. Cette finale NBA. Surtout, on va pas revenir, on va revenir forcément là-dessus, puisque avec la blessure de Kevin Durant, avec ce scénario de fou qu'on a vécu dans la nuit, avec cette victoire à l'arraché, il faut le dire, de la part des Warriors, c'est l'occasion de revenir sur cette finale et de donner notre sentiment à chaud sur ce qu'on a vécu il y a encore quelques heures. En tout cas, de mon point de vue, j'ai vraiment l'impression que les Warriors ont transformé cette finale en un véritable film tragique. C'est le cas de le dire, entre la blessure de Kevin Durant, les déclarations larmoyantes de Bob Myers, les réseaux sociaux qui ont explosé, tout ça. Je crois que l'intérêt pour cette finale a même baissé d'intensité. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Même si les Warriors, si les Raptors se gagnent, bon, allez, avant que je me lâche, on va passer une petite pub et après on va revenir sur la suite du talk show. On va attaquer avec, bien entendu, nos impressions concernant ces finales avec Missy. Le doc qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes, pardon. Le doc qui devrait être avec nous depuis Angers, et après on va faire le point aussi sur les quelques news qui sont diffusées sur les réseaux. Donc restez bien connectés sur le parquet de la radio. Vous êtes bien dans le Big NBA Show. À tout à l'heure. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. With the first pick to Team LeBron, I am going with Kevin Durant. With the first pick, Team Giannis, I'm going to go with Steph Curry. The second pick for Team LeBron, I'm going to go with Kyrie Irving. So with my second pick, I'm going to go with Joel Embiid. Big man. Wow. With the third pick, Team LeBron, I'm going to go with Kawhi Leonard. With the third pick of Team Giannis, I'm going to go with Paul George. He'll be balling out this season. With my final pick in the first round, I'm going to go with James Harden. By default, the last starter available is Kemba Walker of the hometown Charlotte Hornets. So, Giannis, you will be getting Kemba Walker to complete. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est revenu dans le direct, voilà, reprise du direct sur le parquet de la radio. On va faire le point, je l'ai dit, avec Missy sur le parquet de la radio. Et on rappelle que le doc
devrait être avec nous. Est-ce que c'est la voix du Doc que j'entends? Le Doc, tu es bien avec nous sur le parquet? Oui, bon, c'est bien bon. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Comment vas-tu le Doc? Semaine, Oui, ça va. Heureux de te savoir avec nous. Oui, on est là, on va parler, une émission un peu lourde, une fin de saison qu'on voulait pas écourter, mais bon, on voulait pas aussi que ça se déroule comme ça, donc on va en discuter ce soir. Il y a toujours de la controverse avec le sport, hein. On va en... Surtout avec la façon, enfin la controverse. Je voulais surtout parler de la dramaturgie à l'américaine, hein. On va aussi dire ça. Allez, on va revenir. Revenons d'abord sur le résumé Revenons sur le résumé de ce match. Hein, on va revenir sur le résumé de ce match. Nous sommes en direct pour The Big NBA Show. Alors, pour le résumé du match, alors je reviens sur mes notes là rapidement. Donc, revenons sur le résumé de ce match. Voilà, je l'ai dit 3 fois, mais je vais y arriver. Donc, on rappelle que en tête pendant une très large partie. Attendez, que je m'embrouille pas avec mes notes là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce truc se met ici et ce truc se met ici. Voilà, allez. J'enchaîne. Donc, je disais, en tête, une très large partie du match jusqu'à plus 14, malgré la sortie prématurée sur blessure de Kevin Durant pour son retour. Les Warriors ont subi un gros coup de chaud de la part de Kawhi. 10 points en moins de 2 minutes, 26 points au total, 9 sur 24 au tir, 11 rebonds, 6 passes sur l'intégralité du match. En fin de rencontre, ils ont eu un coup de chaud, voilà, donc de la part de Kawhi, c'est ce que j'étais en train de préciser. Et je rappelais que attendez, voilà, je vais y arriver. Et je rappelais tout simplement que en fin de rencontre, les Warriors ont finalement survécu sur un score de 106 à 105 grâce surtout au sang-froid de Stephen Curry. 31 points, 10 sur 23 au tir, 8 rebonds, 7 passes. Klay Thompson, 26 points, 6 rebonds, 4 passes à 3 points. On rappelle que les Warriors sont venus à 3-2. Ils joueront donc un Game 6 à Auckland jeudi. Et on rappelle qu'en tout, 6 joueurs de Toronto ont signé au moins 10 points, donc Kyle Lowry, Kyle Lowry 18 points, Marc Gasol 17 points, Serge Ibaka 15 points. 3 coéquipiers de Stephen Curry et Klay Thompson ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. DeMarcus était à 14 points, durant 11 points. Draymond Green 10 points, 11 rebonds et 8 passes. À noter que Kevin Looney, lui aussi, s'est reblessé. Il s'est reblessé cette fois au niveau de la clavicule. Donc voilà, c'est pas évident pour les Warriors au niveau physique. Donc voilà, donc je sais pas si c'est vrai que on va pas revenir sur les détails de ce match. On a déjà balayé les highlights toute la journée, on va dire ça comme ça. On va plutôt donner notre sentiment à chaud sur cette dramaturgie à l'américaine. Je l'ai dit, cette dramaturgie à l'américaine qui donne un petit peu... En tout cas, moi j'ai l'impression, après vous me donnerez votre opinion, j'ai un petit goût amer, sur cette finale. Alors le premier goût amer, vous me donnerez votre avis. C'est d'abord bien entendu la blessure de Kevin Durant. Tout le monde est touché par cette blessure très importante, qui d'ailleurs tous les joueurs ont réagi sur les réseaux sociaux. On les a tous entendus un petit peu se réagir et prier pour Kevin Durant. Donc ça c'est la première dramaturgie. La deuxième c'est bien entendu la déclaration de Bob Myers en larmes devant les médias. Vous l'avez vu couler une larme devant les médias. Mais au-delà de la larme qu'il a coulée, ce n'est pas le fait qu'il pleurait qui m'énervait, on va dire ça comme ça. C'est l'objectif de son message, ce qu'il voulait faire passer aux auditeurs, leur faire comprendre que les haters n'avaient plus le droit de critiquer Kevin Durant parce qu'il avait choisi de jouer pour les Warriors.
Je donne mon avis. Après, tu reviendras là-dessus. Ici, on peut réagir après. Donc, je disais, moi, le message de Bob Myers, j'ai pas apprécié cette façon de communiquer de sa part. Je n'ai pas apprécié globalement la façon de communiquer des Warriors sur la blessure de Kevin Durant. Tout porte à croire que le véritable problème de KD, c'était un problème au tendon d'Achille et non au mollet. Vous avez tous vu l'action lorsqu'il fait son dribble retourné, il pose son pied sur le sol et crac, ça s'en va. Donc clairement, KD n'était pas apte à jouer, mais les Warriors, Steve Kerr et les Warriors qui voulaient créer ce choc psychologique, on parlait déjà avec le Doc Onpi dans la converse avant le match. On peut dire qu'ils ont atteint leur objectif sur ce match, puisque Stephen Curry et ses coéquipiers ont maintenant à cœur de donner leur victoire à Kevin Durant. Donc il y a un véritable drame autour de ça. Ce n'est plus cette finale, le goût de cette finale n'est plus le même depuis le premier. On n'a plus la même intensité qu'on avait depuis le premier match. Donc ça fait un petit peu bizarre, en tout cas de mon point de vue. On va écouter Missy, après on va écouter le Doc Onpi sur leur avis. Missy, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tout ça? Vas-y. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'aux États-Unis, les audiences sur ce match sont même parmi plutôt les meilleures. Mais ce qu'il y a, c'est ce que ne disent pas les Warriors. Les Warriors ont une fausse communication. À l'heure des réseaux sociaux, ce n'est pas possible. On a du mal à croire que c'est juste une blessure au mollet qu'avec Kevin Durant. Kevin Durant, quand on voit ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, nous, de toute façon, on avait dit que si Kevin Durant revenait, ça poserait forcément énormément de problèmes aux Raptors. On a vu que même si on voit comment le match s'est terminé, on a vu que c'est quand même sur ces points de Kevin Durant que le match s'est perdu pour eux. Le match s'est perdu là-dessus, faut qu'on se le dise. Et qu'est-ce qu'on avait dit avant? On avait dit dans dimanche qu'ils n'avaient pas besoin d'un Kevin Durant à 30 points. Ils avaient besoin d'un Kevin Durant aux alentours de 15 points. C'est exactement ça. Maintenant, ce qui est problématique, c'est quand on le voit se blesser, il est sorti du terrain escorté par Steph Curry et tout ça, et ce n'est pas bien que le public de Toronto l'ait sifflé. Moi, ce qui me gêne énormément dans tout ça, déjà en conférence de presse, quand Steve Kerr vient, Steve Kerr qui ne répond pas aux questions, il se défausse en fait sur Bob Myers. Il dit attendez GM, c'est lui qui a les réponses, c'est lui qui va venir. Et Bob Myers arrive, il pleure, et puis il dit les haters doivent s'arrêter. Non, les haters ne peuvent pas s'arrêter. Aujourd'hui, on l'a même vu, Roland Garros actuellement est critiqué pour sa gestion des jours où il a plu. Ce qu'il faut dire maintenant, c'est que l'argent a pris une énorme place dans le sport, tellement une énorme place que il y a des facteurs à tenir en compte. Il faut tenir compte des diffuseurs télé. Mais le fait que Kevin Durant ne joue plus, malheureusement, a fait baisser l'audience aux États-Unis, oui. Le fait qu'il revienne au Game 7 et 5, l'audience remonte. Donc, nous sommes dans une société capitalistique de l'argent. La NBA est un business. Les gens payent pour voir les meilleurs. Les places sont extrêmement chères à Toronto et également en Californie. C'est extrêmement cher tout ça. C'est pas une personne lambda comme vous et moi qui allons nous acheter des places à plusieurs milliers de dollars. Maintenant, pour revenir sur le terrain sportif,
Les Warriors n'ont pas seulement perdu Kevin Durant, ils ont perdu aussi Kevin Looney, je pense pour de bon, les deux, plus de Marcus Cousins qui est sur une jambe. Mais là où ils sont, c'est qu'ils sont résilients, résistants. Klay Thompson et Steph Curry ont fait le boulot. Et la différence avec le match précédent, c'est l'investissement des Warriors qui est bien meilleur. Bien meilleur, ils se sont battus sur chaque ballon. Et ce qui me fait dire que même si vous êtes mené 3-1 comme ils le sont, votre destin n'est jamais entre les mains de quelqu'un. Il est dans vos propres mains et ça dépend des actions que vous ferez. Et l'avantage que a, comme on dit toujours, les matchs se gagnent offensivement, mais une chose est donc sûre, ils se perdent défensivement. Ça veut dire que le fameux Game 4, les Warriors ont très peu scoré. Hier, ils ont énormément rentré tous leurs tirs à 3 points, mais c'est parce que ils ont créé les écrans et ils ont été bien placés sur chaque tir. C'est quand vous êtes bien placé, vous n'avez pas d'écran de retard. Les Warriors auraient même pu gagner largement, mais ce qui les a perdus, c'est ce fameux péché mignon qu'on connaît des Warriors. C'est les pertes de balles. Ils ont perdu beaucoup trop de ballons. C'est ça qui a fait en fait que le score il en soit là où il est. Et puis l'autre problème que je déplore, c'est Kawhi Leonard qui est mieux pendant tout un moment. Et à la fin du match, il revient. Quand il revient, les Warriors ont arrêté de jouer. Et les Raptors ont arrêté de jouer. Et tous les ballons se sont reportés sur Kawhi Leonard. C'est juste pas possible. Il faut créer du jeu. Vas-y, après on va faire réagir le doc qui va parler et tu interviendras sur ce qu'il a dit. Vas-y. Je termine juste une chose. Vas-y. L'histoire, j'ai toujours dit, l'histoire de l'homme providentiel est une fausse bonne chose. Vous devez avoir quelques cadres sur qui les ballons vont tourner. Moi, je n'ai pas compris la non-présence de Siakam sur la fin de match. Parce que Siakam, il score, mais c'est pas sur son scoring. Moi, je suis très enthousiasmé et intéressé par la dissuasion qu'il fait sur les adversaires. Bien sûr. Il aurait pu sélectionner au moins un des deux types. Alors, ouais. Ça n'a pas été possible. Voilà. Alors, on va tourner un petit peu, le temps que le doc réagisse avant que tu reviennes. Le doc NP. Le doc. Oui. Le doc, comment est-ce que tu réagis globalement à cette dramaturgie? Quel est à chaud comme ça, qu'est-ce que tu as envie de dire sur tout ce que tu as ressenti ces dernières heures sur cette finale NBA? Et bien entendu, après, tu pourras parler de ton ressenti sur l'aspect tactique du match, Nick Nurse en fin de match, tout ça. Mais j'aimerais bien t'entendre sur l'aspect film, sur ce film que nous ont servi la NBA il y a quelques heures encore. Le doc. Oui, au-delà du film, du match juste, je t'avoue que j'essaye d'oublier un petit peu ça. Après, c'est difficile parce qu'on est dans le basket H24 un petit peu. On vit basket, on meurt basket. J'ai même essayé de regarder le truc de la Turquie, les playoffs turcs et espagnols ce soir. Mais c'est vrai que la NBA revient tout le temps. Et au-delà de ça, j'ai cherché un peu sur le net. Par hasard, je suis tombé sur les mots de Jalen Rose qui ont résumé tout ce que je pense en fait de cette histoire. Qui ont résumé vraiment tout ce que je pense de cette histoire. Parce que Jalen Rose disait aussi que, il faut rappeler, vendredi, c'est l'un des rares qui a dit « J'ai vu l'entraînement des Warriors. De ce que je vois, Kevin Durant ne peut pas jouer. » Lui, il avait vu un petit peu samedi ou vendredi. Lui, en tant que professionnel, il a dit « Je vois qu'il ne peut pas jouer. » Maintenant, quand ils ont annoncé son retour possible dimanche, on s'est posé la question, j'avais demandé ici, tu m'avais donné ton ressenti en plus.
est-ce que, quand tu m'as questionné, je me demandais, est-ce que c'est une décision vraiment des médecins ou c'est une décision du front office parce qu'ils en ont besoin? Ça, on en a eu la preuve hier, tu es passé aussi à la controverse et dans ton podcast, tu disais la même chose. C'est pratiquement, même des spécialistes sportifs, que j'ai eu Thibaut Yamche, qui est quand même un préparateur physique aussi, il dit, ça c'est une décision de business. Ce n'est pas une décision des médecins purs. Quand ils connaissent l'ampleur, soit on met la pression aux médecins pour se dire que ça va aller. Et le joueur aussi. Et j'en viens aux joueurs. Parce que je vais revenir peut-être sur le front office, mais je vais un peu toucher tout le monde. Parce que là, le front office, ils ont une grosse responsabilité. Ça, tout le monde le sait maintenant. Oui, on le sait. Mais on le disait, est-ce que c'est pour dire aux adversaires KD est là, perturber un peu Nurse dans ses tactiques, donner de la motivation à ses coéquipiers et tout. Comme Jalen Rose disait, on peut tout dire à un joueur que oui, et le joueur va accepter. Écoute, on n'a pas besoin que tu fasses des accélérations. On veut juste que tu... Et tu as vu ce que je disais un petit peu. Pour moi, je disais qu'il n'aille pas dans la fournaise. Parce que dans la fournaise, à l'intérieur, c'est ce que moi je disais, je le vois rester à la périph', tenter des tirs à 3 points ou bien faire des passes. Je ne le vois pas aller jouer dos au panier, faire des reverses, les machins, trucs. C'est très compliqué. Déjà, l'entre-deux, je me suis demandé, mais c'est lui qui fait l'entre-deux. On lui demande déjà de sauter dès le début. Oui. Et je me suis posé la question à quoi il joue. Et je me suis dit, peut-être qu'il est vraiment prêt. Et rappelle-toi, on se disait, est-ce qu'ils nous ont bluffé sur sa blessure? Ou lui-même, on s'est posé 10 000 questions parce que c'était bizarre qu'une blessure qui est repoussée tout le temps, face aux Blazers, on nous a dit qu'il peut revenir. Depuis les Blazers, hein, ils ont bluffé avec ça. On s'est dit, donc ça veut dire qu'ils étaient prêts à risquer la santé de ce joueur s'ils étaient menés 2-0 par les Blazers ou s'ils étaient menés 3-2. Ils auraient déjà risqué la santé depuis. Parce que je le savais ici que Kerr, tant que Kerr mènerait dans une série, il ne va pas courir le risque de l'utiliser. Ça, Kerr a fait ça plusieurs fois avec tous ses joueurs. Tant qu'il menait, il a dit « Ok, je ne veux pas l'utiliser ». Mais est-ce que cela veut dire que s'ils étaient menés face aux Blazers ou depuis s'ils étaient menés 2-0 face aux Raptors, ils auraient couru le risque? A priori, oui, puisque étant menés 3-1, ils ont couru ce risque. Maintenant, le joueur. J'en viens au joueur. Pourquoi? Parce que le joueur se dit, tout ça, c'est le bashing dont il est victime depuis son départ pour aller dans cette équipe. Mentalement, on a un joueur qui est assez sensible, puisqu'il est sur les réseaux pas mal, qui est assez sensible de ce que les gens pensent, vu qu'il va jusqu'à répondre, jusqu'à créer des faux comptes pour répondre aussi. On a un joueur qui est touché par ce qui se passe médiatiquement sur son nom, qui a priori, comme Mopo l'a dit ici une fois, n'est même pas, il est conscient de son talent, mais a priori ne sait pas à quel point il est peut-être bon. Parce que peut-être qu'il n'a jamais compris pourquoi il y a tout ce bashing. Moi-même, j'ai jamais compris pourquoi. Hein, parce que c'est une décision qu'il a prise. Ce bashing médiatique depuis qu'il a quitté cette équipe. Nous, on le sait. Moi, en tout cas, en tant que connaisseur un peu de basket et qui a un peu joué, on le sait que sa présence dans cette équipe a quasiment retiré toute chance aux adversaires de les battre 4 fois sur une série de 7 matchs. Tout le temps, même cette finale, on en discute juste depuis. Dans tous les commentaires qu'on fait, c'est parce que Kevin Durant ne joue pas. Il jouerait cette finale, on ne serait même plus là en train de parler, vous et moi. Ça, je le dis de façon sûre, certaine, et je l'ai encore vu en un quart temps hier. La finale serait déjà finie. À cet instant, si la finale serait finie, si il avait joué en santé. Peut-être que lui ne réalise pas, Phil, mais il est sensible. Et voilà un mec qui, au lieu de refuser, comme tout le monde parle du cas de Kawhi Leonard, au lieu de refuser, la pression médiatique lui dit
Depuis, quand ils ont battu les Blazers, on dit, vous voyez, ils n'ont pas besoin de lui. Il est soft, il va gagner une bague en plus sans même avoir joué cette fois-ci. Il attend juste son départ. Voilà ce qu'on entendait partout sur les réseaux sociaux, de la part des médias comme de la part des fans. Il va partir à New York, il va partir il va prendre sa bague à l'aise. Voilà 3 bagues qui ne valent rien du tout. Voilà un joueur qui a vu son équipe mener 3-1. Au lieu de dire « je ne peux pas jouer » ou d'aller voir une contre-expertise de ses médecins, a dit « il me faut aller aider les mecs pour montrer que je ne suis pas là pour profiter ». C'est tout ce bashing médiatique, et Jalen Rose le disait, toute la terre qui voulait la tête de ce mec-là hier. Et certains font les malins maintenant à dire qu'ils ont pitié, on a mal. Mais ce sont les conséquences de ce qu'il a subi, ce gars. Il a subi ça depuis... Sinon, il n'aurait pas joué. Quelqu'un qui est à l'aise, qui n'a pas de reproches ou machin, mais comme il est sensible, il a dit je vais jouer. Et comme tout grand joueur veut jouer, les grands joueurs veulent jouer et se disent toujours prêts. Pourtant, il y a certains comme Kawhi Leonard l'année dernière qui est allé au clash avec ses dirigeants en disant je vais faire une contre-expertise parce que je ne pense pas pouvoir jouer. Et il est allé ses médecins à New York qui ont dit nous on pense que tu peux pas. Mais les Spurs avaient besoin de lui, il a dit je m'en fous, je ne peux pas. Après, on nous a expliqué qu'il y avait aussi un manque de respect dans le vestiaire et tout, qu'il a bloqué et tout, mais Kevin Durant a subi ceux qui veulent sa peau depuis, mais sa peau de joueur ont eu sa peau de jeu carrément. Parce qu'on ne sait pas ce qui va devenir, quelle est l'ampleur de cette blessure et qu'est-ce qui va devenir après. On a cité 2 joueurs qui s'en sont sortis un petit peu après une rupture. Dominique Wilkins, qui était déjà un petit peu vieux et qui a réussi à faire de belles stats, et Kobe Bryant, qui était sur la fin, sinon on peut espérer qu'il aurait quand même refait une belle carrière derrière. Mais combien de joueurs reviennent d'une rupture totale à un niveau qui était le sien, parce que c'était mais plus, tout le monde est d'accord sur ça, de l'histoire du basket, un potentiel offensif comme celui-là, on l'a jamais vu. Maintenant, qu'est-ce que sera ? On verra bien. Mais moi, c'est pour ça que je voulais parler du joueur, de la pression médiatique, de la pression des réseaux sociaux. On a voulu la peau de ce mec parce qu'il a fait une décision que tout le monde a trouvé soft. Il a trouvé que, pour montrer qu'il n'est pas soft, il va revenir prouver au monde entier qu'il aime cette équipe et qu'il va venir aider dans des moments difficiles. C'était le premier moment difficile des Warriors depuis 2017. Là, c'était l'occasion pour lui de montrer que difficile, je suis là. Je ne suis pas là pour juste profiter, comme vous dites. Sauf qu'il a fait au dépens de sa carrière, le pauvre. Et c'est là où le front office, dans le business, a profité de ce moment. Parce que c'est tout simplement ça. Ils ont profité de ce moment. Parce que Bob Myers a beau tout dire, vous dites. C'était à vous psychologiquement de lui dire, n'écoute pas les autres. Nous, on te veut l'année prochaine, on veut te re-signer. Si tu veux partir, tu pars, mais t'as pas à jouer. C'était à eux de le lui dire. Même s'il voulait, lui, il voulait comme toute personne naturelle, sensible. Donc, moi, c'est au-delà de, voilà, moi, c'est mon sentiment depuis. Tous ceux qui voulaient la tête de ce joueur l'ont eu hier. Ils l'ont eu, donc, moi, quand je vois les gens sur les réseaux sociaux, pray for KD, pray machin, KD, c'est des grosses bêtises. Certains, au moins, arrivent à ne pas être hypocrites. Certains sont contents carrément. Mais certains sont contents. On ne sait pas pourquoi. Mais certains sont carrément contents. Mais c'est ils sont vrai, pas hypocrites. C'est vrai qu'il y a aussi on reste sur la partie de la dramaturgie de cette finale NBA avec la blessure de Kelly. J'ai vraiment l'impression que son étiquette de serpent, elle a brûlé hier soir. J'ai l'impression qu'on va plus. J'ai plus l'impression qu'il a cette étiquette de traître. Maintenant, t'as pas ce sentiment-là après Missy qui réagit. L'étiquette du traître. J'ai l'impression qu'elle a disparu maintenant. Que tout le monde sait. C'est ça. Tu sais, les gens ont la mémoire courte. Est-ce que c'est le moment de peine qui fait ça? Est-ce que les gens vont oublier dans 18 mois, quand il va rater toute la saison prochaine et qu'il va revenir pour la saison 2020-2021, est-ce que s'il est en forme et il punit des équipes, les gens vont dire « Ah, KD, tu dois partir, alors ça va revenir ». Les gens sur les réseaux sociaux sont assez cons et émotifs. C'est sur le moment. Les gens, la mémoire, ne tapent pas en réfléchissant. Dès qu'on voit un truc,
on commente ou on publie directement sans être posé et réfléchir. Je sais pas du tout, mais je me dis quand même que hier, il y a quand même un truc qu'il a montré. Il a montré c'est ce que Edith Ambadu disait, qui est dans le off, il disait à la controverse hier, il aime vraiment cette équipe pour aller jouer là. Hein. Parce que qu'est-ce que tu as à gagner avec un tel risque? Mais moi, quand j'ai écouté Jalen Rose, ça a résumé ce que je pensais, je cherchais les mots. C'est peut-être pas qu'il aime cette équipe, mais c'est que depuis ce mec cherche à montrer aux gens qu'il n'est pas ce qu'on veut faire passer de lui. Il cherche par tous les moyens, parfois bêtes sur des réseaux, à commenter, à créer des faux comptes pour essayer de se justifier. Pourtant, moi je l'ai dit l'autre fois sur une vidéo sur le off, je suis, et les Warriors eux-mêmes, les supporters des Warriors, je suis tellement choqué que on dise les Warriors et KD. Et lui-même il a dit lors d'une conférence, un peu avant Houston, au début de la série Houston, il va vivre avec. A priori, c'est comme s'il n'est pas de cette équipe. C'est toujours les Warriors avec ou sans KD. Pourtant, il y a eu d'autres recrues, il y a eu des modifications. Il est là depuis un petit moment. Il fait partie de cette équipe. Mais c'est toujours resté les Warriors avec ou sans KD. Dès qu'ils gagnent 2 matchs, ils sont forts. C'est pas faux. C'est pas faux. Ils ont besoin de KD. Pourtant, quand d'autres se blessent, est-ce que Iguodala qui est l'élément le plus important, les playoffs, c'est pas faux. Personne qui dit les Warriors avec ou sans Iguodala. On va écouter un petit peu. Écoutez un petit peu Missy qui réagit, après on va enchaîner, on passera là. Vas-y Missy. Oui, ce qu'il y a, parce que voilà, c'est lié à l'histoire de KD. KD est un éternel second. Quand vous êtes éternel second, pour remonter à son histoire, au moment de sa draft à lui, c'est Portland qui a le premier choix. Mais c'est pas lui qui choisit. Ils choisissent, comment il s'appelle là, j'oublie son nom. Rafraîchissez-moi un peu la mémoire. Oui, je vais retrouver son nom. Le choix de Portland, il s'avère que bon, il y a les blessures qui sont passées par là, il ne peut pas jouer. Kevin Durant apparaît finalement comme le véritable numéro 1. Ça veut dire que on ne lui a jamais réellement donné la place qu'il mérite dans cette ligue. Mais on peut somme toute dire que ce qu'on a vu hier en début de match, ça dit tout de ce qu'il est. Son investissement pour le basket est total. On le voit même quand il y a les 2 derniers JO, 2016-2012, il gagne parce que Kevin Durant score 30 points et qu'il est omniprésent et qu'il est là. Maintenant, la décision de quitter le Thunder, c'est un choix personnel. Les gens disent oui, ça ne se faisait pas dans le passé. Ça se faisait dans le passé. Mais dans le passé, on en parlait peu parce que le basket était beaucoup plus... Dans le passé, on avait beaucoup plus de joueurs. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais dans le passé, ce qui faisait ça, c'est qu'on n'avait pas... On avait énormément de très bons joueurs. Quand Clyde Drexler s'en va à Houston pour avoir sa bague, c'est quoi ça? C'est un joueur de poids qui change de franchise pour avoir une bague et jouer aux côtés de son ancien coéquipier, Hakeem Olajuwon, son coéquipier de l'université de Houston. Maintenant, moi, j'ai retenu une phrase de quelqu'un qui n'est pas du basket. C'est la phrase d'André Agassi. André Agassi est un joueur de tennis. André Agassi, il a dit, si c'était aujourd'hui, je ne jouerais sans doute pas au tennis à cause des réseaux sociaux. C'est tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Dans le temps des Magic Johnson,
du temps de Jordan. Jordan est en très mauvais terme avec le GM des Chicago Bulls et pourtant ça faisait pas tant de bruit, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait plein de choses qu'on ne savait qu'en lisant les journaux, mais même les journaux, il y avait très très peu de choses qui filtraient. Maintenant, Kevin Durant, ça ne peut pas être Kevin Durant et les Warriors. C'est les Warriors. Il est totalement partie intégrante de cette équipe et ses coéquipiers le savent bien. Damon Green lui-même a dit, quand il y a Kevin Durant, on n'a pas besoin, quand les systèmes ne fonctionnent pas, on lui donne le ballon et puis il nous fait gagner. Voilà. Donc maintenant, il n'a échappé à personne que la NBA est un business. Ce constat qu'on fait là, avec Kevin Durant, avec qui on l'a fait au début des playoffs. On l'a fait avec quelqu'un que nous, particulièrement, on apprécie énormément, dont nous sommes fiers, c'est Joel Embiid. Je peux vous dire que c'est exactement la même chose. C'est quand vous n'êtes pas en condition pour jouer et que votre équipe vous utilise quand même parce qu'ils ont besoin de vous pour gagner des matchs, c'est problématique. Voilà. Non, je dirais juste que c'est un problème qui va se poser de plus en plus pour beaucoup de joueurs. Ça, c'est sûr. Là, ça, c'est sûr. Embiid aussi était concerné par ça. C'est sûr. Voilà. Alors, allez, on va passer une petite pub et puis on va revenir sur ce dossier, Warriors. Ce dossier NBA Finals. On va attaquer un petit peu l'aspect tactique, ce qu'on attend un petit peu pour ce Game 6. Comment est-ce qu'on voit les acteurs enchaînés pour ce Game 6. Allez, restez bien connectés, on vous passe une petite pub. Bien entendu, si vous êtes sur le live via Spreaker, vous n'hésitez pas à relancer la machine, il n'y a pas de souci. Allez, on revient à tout à l'heure. Le problème, c'est que hardest player I've had to guard. The hardest player I ever had to guard was. Hardest player to guard. Hardest player I've ever had to guard. That's a tough question. The hardest player that I ever had to guard was Paul Pierce. He was at the end of his career. He was real slow. I didn't think nothing of it, but he was so smart. He was just losing me all over the place. He was playing chess while I was playing checkers. The hardest player I ever had to guard was probably Derrick Rose, 7-game series. We went all the way to the wire, 7 games, and he put on a show. It was tough. He's very quick, very elusive, and very explosive. Hardest player for me to guard would be Carmelo. Melo was one of the toughest because, you know, he knows how to throw his body around. He knows how to play physical. He's strong, quick, and, he can score from anywhere on the floor. The hardest player that I ever had to guard is Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki. Dirk. Nowitzki the drive, puts up, shot, it's good, and a foul. Such a skilled player. He can put the ball on the floor, he can shoot it, post up. You have that height advantage, 7'1", and it's hard to guard him. Shot and his release is so high that you can't really do much to affect him. It's just whether he misses it or makes it. Usually, the great players on other teams, I'll let somebody else guard. So that was a good strategy that worked for me. Toughest player I ever had to guard would be Tim Duncan. Timmy D for sure. Timmy for the win. Got it! Tim Duncan! He's Mr. Fundamental, but, he was just so solid. He was so smart, reading the defense, reading what they would give him, and just taking it. Hardest player I've ever had to guard, I would say Tony Parker. Prime Manu Ginobili. Manu Ginobili, when he was in his prime. His herky-jerky style, the fact that he was left-handed, it just made him tough to guard. The hardest player I've ever had to guard is Anthony Davis.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.